Bonjour, bonjour, bonsoir, c'est parti. Nous sommes dans notre espace de psychanalyse pour tous. Bienvenue donc à toutes et à tous pour cette nouvelle rencontre, ce nouveau direct, je ne sais pas comment on va l'appeler, ces rencontres. Moi, je pense que c'est le mieux, on va dire, ces rencontres. Donc, ces rencontres du mardi à 21h. Nicole, bonsoir. Donc nous allons commencer par nos bonsoir Marie-Laure, bonsoir, bonsoir. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux. Donc Cécile, bonsoir. Donc ici j'ai les informations, Marlène, Catharsis. Donc je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo ici à Madrid. Stéphanie, Séverine, Martine, Gina. Donc j'ai vu aussi passer Séverine, Stéphanie, Samy, Nadia. Donc Chantal, Féti, Carlos, Daniel, Olivier, bonsoir Olivier, et donc nous y voilà, Jean-Philippe, bonsoir, Sabrina, bonsoir. Donc vous savez que cette vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir en profiter. Estelle, bonsoir. Lucie, bonsoir, ravie de vous retrouver, moi de même. Et donc ici, la proposition d'Amienne, bonsoir, la proposition de ce soir, c'est de parler de la plainte. La plainte, alors j'ai mis se plaindre pour qu'on se reconnaisse mieux. Serge, bonsoir, Jamila, bonsoir, Myriam, bonsoir, pour qu'on se reconnaisse mieux. Donc j'ai mis se plaindre, le verbe se plaindre. Et mais en fait, c'est la plainte, notre attitude face à la plainte. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne se plaint pas, qui ne se plaint jamais, non? Ce sont des personnages, on va dire, ce sont des personnages tout à fait. Violette, bonsoir. Ce sont des personnages, ceux qui ne se plaignent pas, donc qui sont tout à fait particuliers. Fifi, brin d'acier, bonsoir. Salma, bonsoir. Donc bienvenue à tous. Vous pouvez aussi, en passant, aimer la page. Vous pouvez faire clic sur aimer la page. De la même façon, donc, pour que nous soyons plus nombreux à travailler pour la diffusion de la psychanalyse dans le monde de la francophonie. Sophie, bonsoir, qui en a bien besoin. Donc, quand on parle de la plainte, non, comme je disais, est-ce que vous connaissez des gens qui ne se plaignent jamais? Si vous en connaissez, ce sont des personnages particuliers, des gens particuliers. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, des gens qui ne se plaignent jamais. Et que se plaindre, ça veut dire, Hakim, bonsoir, se lamenter. Non, se lamenter, montrer qu'on n'est pas content et qu'on réclame, Fernande, bonsoir, qu'on réclame quelque chose de particulier. On va dire qu'on réclame quelque chose de particulier. Et on va dire aussi que c'est quelque chose qui va exprimer en fait une certaine douleur. C'est une explication spontanée pour réclamer l'attention. Enfin bref, il y a de nombreuses définitions pour montrer les différentes manières que nous pouvons avoir, nous les êtres humains, pour nous plaindre. Parce qu'en plus, c'est une activité pratiquement. Dans Patricia, bonsoir, c'est une activité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent se plaindre. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah, je me suis plaint. S'agit-il d'une émotion? Ça peut l'être, ça peut l'être. Annie, bonsoir, mais très souvent, moi, je pense que se plaindre, ça fait plus... on va voir, là, parce que on va voir, premièrement, non, comme toujours, c'est-à-dire qu'on va faire référence à la plainte, on va montrer la plainte dans le champ psychanalytique pour voir quelle résonance elle a. Élise, bonsoir. Simona, bonsoir. Donc, nous pouvons dire, non, personne n'a levé le doigt jusqu'ici, donc nous pouvons dire que nous nous plaignons pratiquement tous. Que les hommes et les femmes, Nadia, bonsoir, nous avons l'habitude de nous plaindre de la famille, des entraîneurs de foot, de rugby,
des employés, des impôts, des pertes, et la plainte a un lien avec le G, c'est ce qu'on va voir, catharsis. Donc, et si on rentre dans chaque profession, ben, vous savez que là aussi, Françoise, bonsoir, dans l'enseignement, hein, on va se plaindre de nombreuses choses. Et dans la santé, on va se plaindre, non, dans toutes les organisations, on va dire, de l'État en général, c'est un bon terrain pour pouvoir se plaindre. Et on va dire même dans l'art, dans la poésie, dans la musique, il y a aussi un espace pour pouvoir se plaindre. Et ici, je vais faire une parenthèse, par exemple, en Espagne, hein, en Andalousie, le cantejondo, c'est une chanson, c'est de la musique qui vient se plaindre en fait. La plainte n'est pas un indicateur de pessimisme. Non, Salma. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même dans l'art des musiques qui sont utilisées, des chants qui sont utilisés pour que la personne puisse, dans une chanson, se plaindre de l'abandon, de la douleur, de la solitude. Cécile dit, parfois ça fait du bien de se plaindre, ça permet de partager autour de ses difficultés avec ses amis. Mais je ne sais pas s'il s'agit de difficultés. Hein, on va voir. Et parce que si on, donc Brahim bonsoir, se propose de faire référence donc à la plainte à l'intérieur du champ psychanalytique, on peut se poser la question, quelle fonction elle a, cette plainte? Sandrine, bonsoir. Quelle forme elle prend et quelle forme elle va prendre dans chacune des structures cliniques? Dans l'hystérie, dans les névrose obsessive, dans la paranoïa, dans la mélancolie, par exemple. Donc, quelle est, donc, Anan, bonsoir, comment elle va s'exprimer, donc, cette plainte dans chacune des structures. Et c'est ici que ça va nous intéresser. Parce que quand on parle, ce qui va être très intéressant, et c'est pour ça qu'on va rester dans le cadre de la psychanalyse, parce que quand on parle, c'est pas simplement qu'on parle, sinon qu'on parle toujours à quelqu'un. On ne parle pas toujours à la personne qu'on a en face de nous, mais on parle toujours à quelqu'un. C'est-à-dire que pour l'être humain, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, il y a toujours une dédicace. C'est pour quelqu'un. Et parfois, on est avec une personne et on se plaint alors qu'on est en train de se plaindre ailleurs. Se plaindre n'est pas une colère ou agressivité réprimée. Est-ce que les hystériques se réclament plus qu'à la normale? Donc on va voir. Donc le plus important, c'est toujours à qui s'adresse cette plainte. À qui s'adresse vraiment cette plainte. Alors ici, comme nous sommes, c'est pour ça que j'insiste sur le champ psychanalytique, c'est-à-dire que dans le champ psychanalytique, on va écouter le patient qui arrive en séance et qui vient se plaindre, et donc on va écouter cette plainte, mais dans le cadre du transfert. D'accord? Puisqu'on va prendre en considération, puisque le terrain de la psychanalyse, c'est le terrain du transfert. C'est là où va rentrer en jeu en fait tout le discours du patient. C'est-à-dire que il ne s'agit pas exactement de la vie du patient, mais qu'il s'agit de cette plainte donc qui se manifeste dans le transfert. Non? Par exemple, donc Corinne dit que la plainte c'est pour parler de soi. Donc peut-être que c'est ce qui arrive à Corinne. Ben il dit bonsoir à tous. Bonsoir Ben. Donc on va préciser pour se rendre compte, où ça va être intéressant aussi de préciser ça, c'est-à-dire que Freud va nous dire que dans un traitement analytique, l'analyste ne s'occupe pas de diriger la vie du patient. Le patient, il vit comme il veut, il se plaint de quelque chose et puis on voit qu'il répète, non, et qu'il va rechercher la même chose que ce dont il se plaint. Bon, on n'a pas à intervenir là-dessus. D'accord? C'est-à-dire que le traitement analytique, on va dire, est en relation, donc le travail va s'occuper de la direction de la cure. On n'a que des plaintes en séance. Donc vous voyez, donc c'est parce que, après, on va voir un petit peu ce qui est intéressant dans ces plaintes. Hein. Parce que ce qu'on va voir quand on fait référence donc à ces plaintes, hein, et
C'est-à-dire que, par exemple, une des choses, quand on dit de s'occuper de la direction de la cure, par exemple, un exemple, quand le patient va venir et va se plaindre ou il va expliquer qu'il a eu un accident, ce que l'on peut faire, hein, que ce n'est pas une règle à appliquer obligatoirement, mais ce que l'on peut faire, c'est lui poser la question et lui dire pourquoi vous avez fait ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire et ça fait partie du travail analytique, de l'apprentissage du travail analytique, c'est-à-dire que le patient s'implique dans la phrase qu'il a faite. Néléa, bonsoir. C'est-à-dire que la phrase qu'il fait, c'est pas, voilà, je dis ça et ça n'a rien à voir avec moi. Non, je dis ça, donc je sais que j'ai une implication dans ce que je dis. Et c'est ça qui va être intéressant. Hein, qu'il est impliqué dans ce qu'il prononce. C'est-à-dire que dans le travail analytique, on ne va pas s'occuper spécialement de libérer le patient de ses symptômes, sinon qu'on va lui montrer d'une manière ou d'une autre, ou que lui, il va apprendre à voir, dans Magali Bonsoir, à voir dans quoi il est emmêlé, dans quoi il est impliqué. Hein? C'est-à-dire de reconnaître, de pouvoir reconnaître que ce qu'il énonce, c'est en relation avec lui, que quand il se plaint, c'est en relation avec lui. Et qu'est-ce qu'il y a? Quel est le contenu réel de la plainte? Et c'est là, bien évidemment, ce que va venir nous expliquer un petit peu Freud. Donc il va nous dire que quand on parle, quand le patient parle en séance, il est toujours déterminé par sa position inconsciente. Il est surdéterminé par sa position inconsciente. Et ici, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que dans le discours du patient, il ne va pas apparaître l'inconscient. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Dans l'inconscient, directement, il n'y a pas de mots. Les mots n'existent pas, c'est de l'énergie, l'inconscient. Par contre, il va y avoir, parce que l'inconscient, c'est une partie de l'appareil, dans l'appareil, il y a plusieurs instances, il y a de nombreux mécanismes qui vont rentrer, donc, qui vont rentrer en jeu. Et en plus, il y a ensuite la position du sujet qui peut se modifier, donc, dans chaque séance. Et donc, selon la position qu'il va prendre dans, on va dire, dans cette articulation, hein, dans cette articulation psychique, il va se retrouver, on va dire, avec un discours, un autre discours, avec un type de symptôme ou un autre type de symptôme. Mais dans aucun cas, le sujet n'a la possibilité de transmettre quelque chose de l'inconscient. Ce n'est pas une possibilité de l'être humain. D'accord? Ce qui est inconscient, rappelez-vous, le nom l'indique, c'est inconscient. Ce qui va se passer en psychanalyse, c'est que l'on va produire par l'interprétation, bonsoir Fabienne, par l'interprétation, on va produire l'inconscient. Bonsoir. Et ça, c'est une chose qui est très importante, de bien faire la différence en disant, non, l'inconscient, il n'y a pas de mots. C'est un désir, l'inconscient. C'est un désir, c'est une énergie qui cherche quoi? Qui cherche à s'exprimer. Et que pour pouvoir s'exprimer, elle va devoir faire, par exemple, elle va s'exprimer dans la plainte. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en jeu pour que dans la séance, le patient se présente avec certaines plaintes. Alors on va dire par exemple qu'il y en a certains qui viennent se plaindre, comme on va se plaindre, on va dire, voilà, je viens pour guérir ça, regardez là, ça va pas, ça, non, ils font la liste de toutes les choses qui vont pas, pour dire, voilà, vous pouvez m'arranger tout ça, non, comme quand on apporte la voiture au garage et qu'on dit, on explique au garagiste tout ce qui va pas dans la voiture, voir, bon, il doit tout arranger. Dans la psychanalyse, ça ne se passe pas comme ça, bien évidemment. Mais disons que au départ, le sujet peut avoir tendance à faire sa liste en disant, voilà, je vous ai expliqué tous mes problèmes. Maintenant, vous allez m'arranger ça le plus vite possible, s'il vous plaît. Hein? Et il ne s'agit bien évidemment pas de ça. Il s'agit d'un travail qui va devoir se faire. L'inconscient se structure comme le langage, non? Pas dans le langage, il se structure comme le langage, c'est-à-dire qu'il a les mêmes lois que le langage. La métaphore, on va dire, et la métonymie de l'autre côté. Mais cet inconscient n'est-il pas verbalisé à travers le choix de certains mots? Non. Nathalie, bonsoir. On va même dire
On va même dire, donc catharsis, on va même dire que par exemple, quand il y a un lapsus, quand on va raconter un rêve, c'est la voix royale, ça ne veut pas dire que c'est l'inconscient. Il y a, pour fabriquer un rêve, il y a 4 opérateurs. Il y a la condensation, il y a le déplacement, il y a la mise en scène, et ensuite il y a le dernier travail qui va être mis en jeu, qui va être le travail de l'élaboration secondaire, c'est-à-dire le dernier moment quand je vais le raconter. D'accord? Donc c'est-à-dire que entre ce que j'ai rêvé et ce que je raconte, rien à voir. Et en plus, même le souvenir, même l'idée, même les images, ça n'a rien à voir avec l'inconscient. D'accord? L'inconscient, c'est inconscient. Il n'y a pas de conscience possible sur l'inconscient. C'est impossible. L'être humain n'a pas cette capacité-là. Ou alors on parle d'un autre inconscient, mais pas de l'inconscient de la psychanalyse. D'accord? L'inconscient de la psychanalyse est inaccessible au sujet tout seul. Il ne peut pas y arriver. C'est qu'il va falloir le produire, l'inconscient. Ça, c'est quelque chose de complexe, mais qui est très intéressant. Donc, on va voir que on va dire, Tifa, bonsoir, Lati. Donc, une chose qui va être intéressante, c'est que on va dire qu'en psychanalyse, quand le patient parle en psychanalyse, en fait, que cette fonction de la parole, cette fonction des mots, consiste en une action. Ça va être considéré comme une action. Sanon, bonsoir, Nadia, bonsoir. D'accord? C'est-à-dire que parler dans une psychanalyse, c'est comme agir, c'est une action. La parole, c'est une action. Et que toute action dans la séance est comprise donc dans le contexte de la parole. D'accord? C'est-à-dire que tout va passer par la parole. Lisa, bonsoir. Donc, comment est réglé le paiement des séances, si le patient arrive en retard, arrive à l'heure, s'il annule, s'il remet à plus tard, tout ce qui va se passer, tout ça, ça va être considéré comme un langage. Non, c'est une façon de parler. Donc, et on va considérer que la plainte, c'est aussi une action. D'ailleurs, on va dire, d'une façon générale, que les gens qui se plaignent, ou que nous avons tous tendance à nous plaindre, c'est pour éviter de passer à l'action, puisque la plainte en elle-même, c'est déjà une action. Donc je me plains, et comme ça, je ne fais rien. Paola, bonsoir. Donc, on va dire, mais ce qui va être intéressant, Fleurette, bonsoir, c'est que, en fait, la plainte, c'est une sorte de clin d'œil pour montrer au sujet qu'il y a quelque chose où lui, il est impliqué. Pas exactement dans le contenu, le contenu de la plainte, sinon dans le fait que ce soit une plainte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un désir qui est caché derrière. Mais pas obligatoirement le désir de, voilà, je me plains parce qu'aujourd'hui il fait pas beau et que mon désir ce serait qu'il fasse beau. Non. Hein? On n'est pas dans ce genre de choses, ni dans le fait que je désire travailler, mais en fait je trouve pas de travail. C'est pas de cet ordre-là, non? On va voir qu'il va on va avoir besoin de l'interprétation. Et c'est là où Freud, il va nous montrer qu'il va y avoir différents types de manières d'écouter la plainte. Et il va prendre par exemple, justement, l'exemple de cette patiente qu'il a appelée Dora et qu'il a présentée comme cas clinique donc dans un de ses livres, où il va l'utiliser pour montrer qu'elle se plaignait beaucoup et durement de son père. Elle se plaignait durement de son père et elle disait de lui qu'il n'était pas très sincère, qu'il ne pensait qu'à sa propre satisfaction et qu'il possédait le don de se représenter les choses comme ça lui convenait. La psychanalyse comme le monde artistique. Donc, et il va dire, voilà ce dont se plaint Dora. La plainte, c'est pas aussi déculpabiliser de quelque chose. Non. Donc, et il va dire qu'en fait, si nous regardons bien le cas clinique de Dora, ce qu'elle reproche à son père, c'est ce qui lui arrive à elle. C'est-à-dire, au lieu de se rendre compte de ce qui lui arrive, elle le met, bonsoir Sonia, elle le met dans la bouche de quelqu'un d'autre.
D'accord? Et elle le reproche donc à quelqu'un d'autre au lieu de se rendre compte. C'est pour ça que le sujet est toujours impliqué dans ce qu'il dit. C'est pas qu'il parle de l'autre et il dit non, non, je parle de l'autre. Non, non, je parle de moi, toujours. Mais je parle de moi, de ma position. Donc au lieu d'être capable de faire référence à ce qui m'arrive moi directement, comme je ne suis pas capable de le voir, ben je vais le voir chez quelqu'un d'autre. Après, ça peut être vrai ou pas, ça c'est une autre chose, non? Apparemment. Non, pero, on va dire, Sonia dit qu'elle râle tout le temps. Alors je ne sais pas si râler et se plaindre c'est la même chose. Donc, et donc, il va bien dire que Dora donc se plaint de façon répétée de son père, de cette situation, non, de cette situation dans laquelle elle se trouve, et que ça fait partie aussi, et qu'elle est surdéterminée à partir de sa position inconsciente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de s'échapper tant que, non, de cette position inconsciente, tant qu'il n'y a pas eu l'interprétation d'un psychanalyste. Donc, on va voir que Alice, bonsoir, on va voir Jean-Loup, bonsoir, on va voir qu'il y a Kélifi, bonsoir, la Tunisie me salue, merci. Donc, par exemple, il va nous dire une série de plaintes contre d'autres personnes, où je vais commencer à critiquer, à me plaindre de un tel et de un tel et de un tel. En fait, il va dire que pour si dans l'écoute du psychanalyste, non, il va reconstruire les mots du patient que c'est comme un mécanisme qui va avoir lieu où en fait le patient il parle de lui. Donc il utilise quelqu'un d'autre pour râler, Gabriella bonsoir, pour râler pour dire qu'il n'est pas content et en fait quand on l'écoute on voit que il parle de lui. Et cette projection donc qui existe dans la plainte, donc cette projection sur une autre parole, il dit, en plus, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a aucune modification du contenu. C'est-à-dire que c'est le même contenu qu'on peut, hein, que le sujet, en fait, s'adresse à lui-même. Mais au lieu de le reconnaître, Pilar, est-ce que ce sont des projections? Donc oui, c'est une projection de la plainte. Jalel, bonsoir. Hein. Et donc c'est pour ça que la plainte vers l'autre, en fait, elle n'a pas de base réelle. Hein. Et c'est quelque chose qui va être bien évidemment assez fréquent dans le cas de la paranoïa. Mais dans la paranoïa, il y a un phénomène qui va apparaître, qui est tout à fait particulier de la paranoïa, c'est-à-dire que le paranoïaque, il va sentir que ses idées, ses pensées, ses idées ont été découvertes par les autres, que les autres savent ce qu'ils pensent, que les autres, en fait, observent ses pensées. Et que tous ces actes, en fait, sont épiés. On est en train d'épier sa façon de faire ou d'épier sa façon de vivre. Et qu'il écoute, aussi on peut voir qu'il écoute souvent des voix mystérieuses qui lui parlent à la troisième personne. Non, par exemple, une possibilité chez un sujet paranoïaque. Non. Et donc on va dire dans la plainte du sujet paranoïaque, là il nous dit aussi une vérité sans rentrer dans le contenu, simplement dans cette description du phénomène. Freud il va nous dire bien évidemment c'est quelque chose qui a lieu pour le sujet parce que il va faire référence donc à ces instances psychiques de l'appareil où en fait qui va voiler, il va dire qu'il y a une instance qui est chargée de voiler ou de veiller plutôt, plus que voiler, de veiller à la satisfaction narcissique. C'est-à-dire qu'il va chercher l'idéal du moi. C'est-à-dire cet idéal qui surveille constamment le moi et qui le compare constamment à l'idéal. Et c'est cette voix qu'il écoute. Hein, c'est ces voix qu'il écoute. C'est-à-dire que quand on dit que dans chacun de nous, il y a plusieurs personnes qui existent, plusieurs instances qui existent, parce qu'à chaque fois c'est moi, mais c'est comme des instances différentes. Et donc, en fait, il va nous expliquer que le pouvoir que le paranoïaque observe et les critiques qu'il se rend compte, non, et qui ont lieu, ont réellement lieu.
dans un processus de régression. Mais que chez lui, en fait, lui, il écoute tout. Non, parce que cette voix, on va dire, de cet idéal du moi qui peut parler en critiquant, on n'est pas obligé de l'écouter. Donc celui qui peut pas éviter, celui qui ne peut pas éviter d'y prêter attention et de faire comme si c'était une vérité et de croire que réellement c'est ce qui se passe, bah là bien sûr, il faut qu'il consulte un psychanalyste, bien évidemment. Et alors vous le savez que la psychanalyse, elle se présente en 1900, donc avec l'interprétation des rêves de Sigmund Freud, et elle se présente en présentant l'idée que ce que nous voyons, ce qui se passe, ce n'est qu'une apparence. Qu'il y a une vérité, ou qu'il y a une vérité, oui, on va dire une vérité qui pourrait être interprétée, qui est derrière ces apparences. C'est-à-dire que l'être humain vit aveugle sur ce qui lui arrive. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il se retrouve, il se retrouve, il ne sait pas ce qui lui arrive, il se retrouve, comment on va dire, il pâtit, en fait. Il pâtit, il se retrouve comme s'il était une marionnette. Et en plus, il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive, ni ce qu'il ressent. Donc, par contre, la plainte, le phénomène de la plainte, quand le sujet se plaint, on dit que la plainte, c'est le règne de la certitude. Donc là, vous voyez que le sujet, quand il se plaint, il n'est pas dans le champ de la psychanalyse. Impossible, parce que si je me plains, c'est-à-dire que je suis persuadée que ce que je dis, c'est vrai. Que l'autre n'a pas raison, que regarde comme il est arrivé en retard, que ceci, que cela. Donc je me plains comme s'il s'agissait d'une certitude, d'un point fixe, et je me plains pour que rien ne change. Je ne passe pas à l'action, je me plains. Non, quand on disait que la plainte, c'est pour ne pas passer à l'action. Je me plains, donc dans mon discours, il y a un discours, mais qu'en fait, il ne va rien changer, qui montre que je suis sûre de quelque chose et qu'il y a un point fixe, que tant que je ne passe pas à l'action, non, il ne va pas se modifier. Alors, sachons et précisons-le, parce que ça aussi c'est très important, c'est-à-dire qu'en séance, on a le droit de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'en séance, il peut y avoir des modifications. Même si le sujet se présente avec cette idée de certitude ou avec ce point fixe pour rien ne change, mais comme il parle avec un psychanalyste, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le sens de la plainte, ni son contenu, ni la longueur de l'argumentation, parce qu'on veut nous convaincre aussi, sinon que ce qu'il y a dans la plainte, il y a une vérité que le sujet censure. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme, Nadia, bonsoir, il y a un mécanisme qu'on appelle la censure, qui vient, en fait, cacher ce qu'il y a sous la plainte. Bonsoir, Bleu Lumière. Donc, puisque, rappelons-le, la mission de la censure, c'est de tromper en mentant. C'est-à-dire que la censure utilise le mensonge pour tromper le sujet. Donc le sujet, en fait, quand il se plaint, il se trompe lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui a été censuré, qui a été caché, et que le sujet, en fait, il ne voit rien. Non, pas obligatoirement une souffrance. Pourquoi vous pensez que on ne cache que ses souffrances? Ça fait du bien de se plaindre. Donc, vous voyez, c'est comme une action, non? C'est comme une action. Donc, contre quoi s'exerce? Donc, contre quoi, comme dit Lisa, contre quoi s'exerce la censure? Contre quoi s'exerce? Pas contre une souffrance, non. Contre des désirs. Contre des désirs que le sujet considère comme l'horreur. Les désirs, c'est l'horreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des désirs, par exemple, qui peuvent exprimer un égoïsme sans limite, que je ne suis pas capable de tolérer, que moi, je peux être aussi égoïste que ça.
non seulement un égoïsme sans limite, mais en plus sans scrupule. Donc tout ça, je vais le censurer et à la place, je vais me plaindre. Donc vous voyez, il y a des choses que le sujet ne veut pas voir. Donc c'est pas une souffrance, c'est pas un traumatisme, ou le traumatisme, c'est notre égoïsme sans limite. Parce que tous nous sommes égoïstes. Mais il y en a qui débordent d'égoïsme. Et sans s'occuper de le voisin, on doit tous regarder, voir notre limite, non, nos limites dans la générosité, qu'elles sont rapides, nos limites. On peut se plaindre à cause de la frustration ou l'imperfection. Ça, c'est l'apparence, Sonia. C'est ce qu'on vient de dire. Ça, c'est l'apparence. Mais il y a une censure. Ça, c'est ce qui apparaît. Apparemment, il y a eu frustration. Mais on ne sait pas. On dit que ce qu'il y a au fond, ce qu'on vient de dire, c'est que ce qui est censuré, c'est un égoïsme sans limite et sans scrupule. Donc, et Freud, il va présenter donc un cas où justement, il va présenter une patiente, c'est un cas qui est assez amusant, où il va présenter un cas d'une patiente où elle ne se rend absolument pas compte de ce qu'elle est en train de dire à Freud. Un égoïsme sans limite. Pourquoi c'est effrayant? Pourquoi c'est effrayant? Regardez, tous les gens, non? Tous les gens, nous sommes tous très égoïstes. Alors quel sens ou que cache l'absence de plainte? Ouais, mais vous connaissez quelqu'un qui ne se plaint pas? Fabienne, se plaindre permet de ne pas se remettre en question, mais d'attribuer à l'autre nos difficultés, par exemple. C'est horrible. Ben voilà. Lisa nous l'a dit, c'est horrible. Donc on préfère penser que c'est un traumatisme, que ça vient de l'enfance, que ça vient de quelqu'un qui m'a fait quelque chose. Non, c'est ce qui m'arrive actuellement. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Et Freud, il va nous donner un exemple qui est assez amusant, où il raconte qu'il y a une patiente qui s'est présentée, qui venait d'ailleurs avec sa maman, et qui s'est présentée dans la consultation, et il a été surpris parce qu'en fait, elle avait sa jupe tout à fait remontée, elle avait sa blouse avec un décolleté énorme, et elle se plaignait de douleurs dans les jambes, donc elle a commencé à montrer ses jambes à Freud, non, elle a même enlevé ses collants pour bien lui montrer comment était sa cheville, etc. Et elle se plaignait en disant qu'elle sentait quelque chose dans le ventre qui bougeait, et comme une sensation qui lui produisait de profondes émotions, et des sensations qui allaient et venaient dans le bas du ventre. Et donc Freud va être surpris, il va dire, vous voyez, le sujet ne se rend absolument pas compte de ce qui est en train de ce qu'elle est en train de raconter, de quoi elle parle. La scène bonsoir. Il va dire, mais ce qui me surprend le plus, c'est que sa maman qui était à côté, qui écoutait tout, elle non plus. Donc en plus, il y a une sorte de censure qui peut être, non, contagieuse. C'est-à-dire que l'autre, il va aussi, la maman, en fait, elle s'était, non, elle avait rien vu non plus. Alors que Freud, il disait, c'était, lui dans le cabinet, donc il dit qu'il avait un autre, est-ce que quelqu'un qui se plaint beaucoup reflète la personnalité du sujet? On est en train de voir, Hakim. Non, c'est pas la personnalité du sujet. C'est une position psychique. Alors, ou il parle de lui, en utilisant quelqu'un d'autre, d'accord? Ou il censure des sentiments qu'il ne veut pas voir lui-même, sur lui-même. Et on va voir, donc, un autre cas, d'accord, Michel Bonsoir, donc un autre cas qui va nous présenter, donc il nous a montré comment fonctionnait la censure. C'est-à-dire qu'il y a des fois, le sujet, il parle, il ne s'en rend absolument pas compte. Si vous commencez à écouter les gens autour de vous en les écoutant vraiment eux, vous allez voir que très souvent, les gens se plaignent et ils parlent d'eux-mêmes. Ils ont les mêmes défauts que la personne dont ils parlent. Bon. Enfin, qu'ils ont les mêmes défauts. C'est pas qu'ils ont les mêmes défauts, sinon qu'en fait, il leur arrive la même chose. Que ce dont ils parlent, c'est ce qui leur arrive. On ne sait pas si c'est ce qui arrive à l'autre. On sait qu'eux, ils sont surdéterminés et ne peuvent pas éviter de parler d'eux. Le sujet ne peut pas faire autre chose que parler de lui. Alors, quand il utilise un tiers pour parler, en fait, il parle de lui. L'être humain n'a pas la possibilité, c'est qui l'autre? C'est une image, c'est ce que je regarde, c'est mon miroir. Donc je l'utilise pour parler de moi.
Jalel, à force de se plaindre tout le temps pour chaque défaillance, même minime, devient gênant pour l'autrui, mais l'individu qui se plaint veut-il dominer l'autre? Bon, après, je ne sais pas ce qu'il va obtenir en se plaignant, non? Après ça, on rentre dans le domaine de la relation sociale. D'accord? Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut rentrer dans cet ordre-là, je ne sais pas. Donc, il faut voir, chaque relation est particulière. Donc, est-ce qu'on va voir ici nombriliste? Donc, on va voir après, il va nous parler de la mélancolie. Et il va dire que le mélancolique aussi, il se plaint énormément. Mais il se plaint, lui, par contre, il se plaint de lui-même. Le dépressif, il se plaint de lui-même. Et en plus, il se plaint de lui-même sans aucune pudeur, ouvertement, devant tout le monde. Et il dit qu'il est nul, qu'il est incapable et que tous ses jugements sur lui-même, non, en fait, il se plaint de lui-même, sont des plaintes morales. C'est-à-dire qu'il ne se plaint pas parce qu'il n'est pas beau aujourd'hui, parce que non, il se plaint au niveau moral, c'est-à-dire qu'il est nul, qu'il est incapable, qu'il ne sert à rien, qu'il est une charge pour les autres. Ça, c'est le discours d'un déprimé. D'accord? Donc surtout quand ça s'étend. Donc on voit que là, c'est une plainte envers soi-même, mais Freud, il va dire, si c'est fait de cette façon, envers soi-même, sans pudeur, il dit, c'est pas de critique, d'autocritique. C'est qu'on critique un objet qu'on a perdu. Et ce qu'il va nous expliquer, c'est qu'on critique quelque chose qu'on a perdu, un autre qu'on a perdu, mais pas qu'on se critique soi-même. Donc vous voyez, il y a toujours, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais croire aux apparences. C'est pour ça qu'étudier la psychanalyse, c'est quelque chose de très important et de très intéressant, parce que ça va nous montrer une autre facette, autre chose que la réalité, qu'à chaque fois que la réalité se présente, je la crois. Ah bah oui, elle se présente, je la crois. Alors que la psychanalyse, elle vient toujours me montrer, attention, qu'est-ce qui se cache derrière? Regardons bien, et regardons bien dans chaque cas, parce que chaque cas est particulier. Hein, personne ne ressemble à personne. Après, Freud nous a montré des caractéristiques. Alors après, il faut bien connaître toutes ces caractéristiques pour quand on écoute l'autre, non, pour voir de quoi il s'agit. Donc il y a bien un lien avec la perte dans la dépression, dans la mélancolie. Hein, dans la mélancolie. Nabila, bonsoir. Donc, on va voir que ce qui va nous intéresser, c'est pas exactement de découvrir tout le sens qu'il y a dans la plainte, mais d'être capable de se rendre compte que cette plainte, elle est chargée de sens. Donc Magali dit, et chaque plainte est particulière et à décoder. Exactement Magali, même de la même personne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoirement la même chose, non? Des fois, la plainte devient une tactique, n'est-ce pas, pour mettre l'autre en difficulté. Mais ça, c'est pas de l'ordre de la psychanalyse. D'accord? Donc vous parlez des relations sociales, de comment les gens ils sont en relation les uns avec les autres, ça c'est quelque chose, on va dire, alors si l'autre il vient en psychanalyse, il vient m'en parler, on pourra dire, non, que Jalel, vous êtes sensible aux plaintes des autres. Non? Pourquoi vous êtes sensible aux plaintes des autres? Si on voit qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière la plainte. Non? Il y a toujours fait ressortir le désir. Très bien, Lisa. D'accord? Donc, c'est-à-dire que donc on va dire justement, donc la plainte fait ressortir le désir, mais quel désir? Parce que face à chaque plainte, nous devons nous demander quel est le désir qui soutient cette plainte. Et c'est pas l'apparence, c'est pas parce que je me plains que un tel n'a pas fait ceci ou n'a pas fait cela. C'est pas ça que je voulais. Je fais référence à autre chose. Donc il faut pouvoir écouter, parmi ces choses, on peut dire la victimisation. Mais la personne qui se victimise, on va dire, Alan, c'est une personne qui ne se psychanalyse pas. D'accord? Parce qu'une personne en psychanalyse, c'est une personne qui, petit à petit, va abandonner sa position de victime. L'autre, c'est le miroir de notre monde intérieur.
Oui, mais attention, 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 pas exactement, pas exactement. Ce serait trop simple, non? Ce serait trop simple. Donc, en fait, ce qu'il va falloir voir, parce que si on pense que derrière la plainte, il y a un désir qui soutient cette plainte, hein, et il y a un désir qui soutient cette plainte, en fait, alors, qu'il y a un désir qui soutient cette plainte. On va en rester là pour aujourd'hui. Alors, et nous allons voir. Alors, la plainte chez l'obsessionnel et l'hypochondriaque exprime quoi? Ben, il faut écouter dans chaque cas, non? Écouter dans chaque cas ce qu'il y a derrière, non? L'hypochondriaque, non? Quand on dit que c'est ce qui se cache derrière la plainte de l'hypochondriaque, non, c'est l'angoisse, non? Un hypochondriaque qui est angoissé. Et donc il va, quand il nous parle de la mélancolie, la plainte chez l'obsessionnel, donc ce qui va être intéressant et qui est en relation aussi chez l'obsessionnel, c'est-à-dire que on va voir que ces accusations, ces autoreproches que peut faire donc l'obsessionnel ou que peut faire aussi le mélancolique sont aussi en raison, donc non seulement c'est des autoreproches contre l'objet qui a disparu, contre l'objet, la perte de l'objet, mais c'est aussi en relation avec une culpabilité parce qu'à un moment donné, j'ai désiré la disparition de cet objet aimé. Parce que rappelez-vous qu'on fait référence à l'ambivalence des sentiments, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'est passé par la tête et j'aurais bien aimé le voir disparaître, même s'il n'en avait jamais eu conscience. Et donc c'est ça qui va provoquer la culpabilité, parce qu'il y a eu un moment, hein, une nano-bonsoir, la plainte c'est souvent de la projection. Oui, on l'a déjà dit, Eric. D'accord? C'est-à-dire que il va y avoir la culpabilité d'avoir désiré la disparition de cet autre. Hein? Et donc de ces autoreproches, en fait, sont des autoreproches. Pourquoi? Parce qu'on a désiré la perte de l'autre, la disparition, la mort de l'autre. Non? Par exemple, ça arrive chez certaines personnes quand justement il y a un être qu'on aimait beaucoup ou qu'on l'aime beaucoup et tout d'un coup on nous annonce qu'il est mort. Et on va se rendre compte par rapport à la réaction du sujet qu'il a eu des fantasmes inconscients de faire disparaître cette personne, d'une manière ou d'une autre. Ça lui est passé par la tête. Donc, et après, bon, on va rentrer dans Séverine. Que penser de la plainte de ne pas progresser lors de son analyse? Ben, on se plaint de ce psychanalyste qui est nul, qui fonctionne pas. Non, ça c'est par exemple, c'est vrai, ça peut être une plainte où on se plaint à ce psychanalyste, non, qui ne nous permet pas d'avancer. C'est peut-être, donc ici, c'est peut-être une tactique pour mettre l'autre en difficulté. Oui, ça c'est ce que vous pensez, vous l'avez déjà dit, mais on peut penser, Jalel, que vous êtes sensible aux plaintes des autres. Parce que l'autre, il se plaint, c'est son problème. Vous voulez arranger ses problèmes? Non? Je veux dire, donc dans ces cas-là, vous allez vous mettre en difficulté. Comment on peut arrêter de se plaindre car on n'a pas eu quelque chose de très important pour nous? Ben ça, après, pourquoi on l'a pas eu? Non, on va poser la question, alors pourquoi? Vous n'avez pas fait le travail pour l'avoir, cette chose très importante. Ou vous n'acceptez pas la réalité il y a des choses qui sont impossibles à avoir. Il va falloir accepter que la réalité ne permet pas d'avoir certaines choses. Farah, bonsoir. Ce serait une résistance. Qu'est-ce qui serait une résistance, Alice? Qu'est-ce qui serait une résistance? De quoi? La plainte? Bah, la plainte, c'est une résistance dans le sens où on évite de passer à l'action. On ne passe pas à l'action. La plainte peut être un appel au secours.
peut-être, 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 mais on a dit que non. On a dit que non, ce n'est pas un appel au secours. Alors, après, si on vous téléphone et on dit Yolande, vous savez pas, j'ai une journée terrible, c'est vous. Peut-être qu'on vous appelle en disant venez prendre l'apéritif chez moi. Peut-être. Mais l'autoculpabilité pourrait être le résultat du rabaissement que subit le sujet en question. Le rabaissement, c'est quoi le rabaissement? L'autoculpabilité, ça n'existe pas. De se plaindre de ne pas avancer dans son analyse. La plainte peut aussi renvoyer de la jalousie. Non, c'est la projection, on ne reconnaît pas. Est-ce que ce n'est pas le patient qui n'avance pas finalement, projection dans ce plaint de son psychanalyste? Mais lorsqu'on exagère, ça devient gênant. Effectivement, ça l'aide. Alors, on va dire une chose qui va être importante, Clara. C'est-à-dire que quand on est en psychanalyse, qu'on assiste à ces séances, qu'on parle et qu'on paye, on progresse. Qu'est-ce que ça veut dire progresser? On est en train de réaliser un travail. D'accord? Que l'on ne soit pas capable de voir les résultats, ou que les résultats se font attendre, ou qu'on est aveugle aux résultats, c'est une autre chose. Mais si les éléments sont là, hein, pour que le travail se fasse, le travail est en train de se faire. Qu'on ne peut pas voir tout le temps les résultats, ben non. Hein? C'est comme aller au gymnastique, alors voilà, je vais faire un peu d'exercice, après je sors, je dis, ah ben non, je vois toujours pas mes muscles. Ben non. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose où tout d'un coup, il faut continuer, puis tout d'un coup, on va dire, oh, ça y est, ça arrive. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que tous les éléments soient là pour que si tous les éléments sont là, pour que le travail est en train de se faire. Est-ce qu'on peut dire que les personnes paranoïaques qui se plaignent beaucoup, en général, non, on a vu que, mais il y a deux types de paranoïa, non, parce qu'on a parlé de cette position de l'hystérie dont a parlé Freud au départ dans le cas de Dora, où en fait elle se plaignait de son père pour ne pas reconnaître qu'en fait elle parlait d'elle. Clara, c'est d'ailleurs les patients qui finalement progressent le plus. Pas obligatoirement, c'est pas non plus... Non, pas du tout, pas du tout. Mais disons que vous dites ça parce que vous y croyez. Quand ils se plaignent et qu'ils ont l'impression de ne pas avancer, vous y croyez. Et donc quand tout d'un coup vous voyez qu'ils ont progressé, vous dites ah ben oui, parce que vous les avez crus. Non. Non, ça c'est un discours, ça c'est le discours manifeste, ce n'est absolument pas une vérité. Ça c'est ce que dit le patient. De la même façon que quand il se plaint, c'est la manifestation d'autre chose. Quand il se plaint de ne pas avancer, il parle d'autre chose. Ou que son psychanalyste il est nul, ou qu'il a l'impression qu'il y a le voisin qui fonctionne mieux et qui progresse plus que lui. Non, écoutons pour voir de quoi il parle. Qu'est-ce qui se cache? Toujours, qu'est-ce qui se cache derrière le manifeste? Alors, deux fois on va le découvrir, deux fois on va pas le découvrir. Attention, à chaque fois on ne va pas être capable de découvrir et il faut accepter que il y a des choses qu'on ne va pas comprendre, qu'on ne va pas pouvoir capter. Mais on l'écoute en sachant que la manifestation c'est une chose, la réalité c'est une autre. Donc c'est deux niveaux différents. Hein. Donc, et après, on va dire que, bon là après c'est autre chose, on va dire. Donc on a vu qu'il y a différents types de plaintes. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que se plaindre, ça ne veut pas dire qu'une seule chose. Sandrine, l'infinie complexité de l'être humain, c'est fascinant. Vous évoquiez deux types de paranoïa. Ah oui, parce que là, on avait vu Sandrine qui avait la paranoïa un petit peu comme la position un petit peu de paranoïa dans le sens où je projette. Non? Je dis que l'autre regarde, il fait ceci, il fait cela, et en fait, c'est moi. Donc il y a cette idée de projection, comme le même mécanisme dans la paranoïa. Et après, il y a la véritable paranoïa où l'autre, il se plaint. En fait, le patient, il vient, il se plaint, il dit, les autres, ils savent ce que je pense. Ils écoutent ce que je pense. Non? Les autres, ils se rendent compte de ce que je pense. Alors ça, c'est la paranoïa, c'est-à-dire, c'est ce mécanisme, ils sont capables, ce mécanisme, en fait, qui est réel, dans le sens où, dans l'appareil psychique, il y a réellement une instance qui surveille l'autre. Une instance qui va être là pour juger l'autre et dire si c'est bien, si c'est pas bien, hein, ce qu'il fait. Donc, et que le sujet a la sensation que les autres entendent tout ce qui se passe. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la paranoïa. Donc on va, non, que c'est un mécanisme, mais que vraiment ça qui arrive dans l'appareil psychique.
non, puisqu'il y a une instance qui est là pour surveiller l'autre et pour la critiquer, et pour lui dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc quand on a ce genre d'instance ou ce genre de petite voix qui nous parle et qui nous dit constamment non, t'as pas bien fait ça, pourquoi tu l'as fait ça, t'as vu là comme maintenant t'avais l'air stupide, pourquoi t'as posé cette question, t'es nul, t'aurais pas dû, tais-toi, parle pas comme ça. Alors toutes ces petites voix là, faut pas les écouter. Non, c'est jamais des bons conseils. On sait qu'il y a la petite voix qui nous parle, mais si on commence à l'écouter, ça va être de pire en pire. À la fin, je ne peux plus rien faire parce que la petite voix, elle m'empêche de tout faire. Et au plus je l'écoute, au plus elle me limite. Non, je ne peux plus rien faire. Donc il faut apprendre à voir qu'elle est là, qui représente cette instance. Non, personne. Personne, c'est une instance, on va dire que c'est le surmoi d'une certaine façon, où on va dire que c'est les figures parentales, mais en fait, c'est plus que, c'est pas papa et maman, ça veut dire que c'est les figures parentales, c'est les fonctions de père, les fonctions de mère. Et on avait vu que, non, que cette construction de ce surmoi qui est là, et qui, en fait, quand ce surmoi a trop de présence, a trop de présence, qu'il parle trop, on va dire, bah, il faut aller chez le psychanalyste, c'est pas normal. Hein, enfin, c'est pas normal, on peut pas vivre comme ça, dans ce sens-là. Donc on sait que c'est un mécanisme qui peut avoir lieu, mais on ne peut pas vivre de cette façon-là. Parce que on avait besoin de papa pendant un certain temps pour nous dire ça tu peux pas et ça tu peux, mais après c'est fini. Après on le sait. On n'a plus besoin de quelqu'un qui nous dise tout le temps ce qui est correct et ce qui est pas correct. En plus après ça déborde. Non, vous voyez que non, et je me regarde un petit peu. Non, par exemple, je me rappelle de cette image qu'on voit beaucoup dans les films américains où il essaye d'écrire une lettre à quelqu'un et dès qu'il a écrit la première ligne, il chiffonne sa feuille, il la met à la poubelle. C'est la première ligne. Laissez-vous écrire. La première ligne. Alors tout de suite, vous jugez à la première ligne. Alors, vous n'allez jamais rien écrire. Hein, c'est-à-dire qu'on ne juge pas, on écrit. Alors peut-être que c'est une connerie, mais on s'en fout, on continue. Après, on éliminera la connerie si c'est vraiment une connerie. Mais d'abord, j'écris, je continue. Puis après, quand j'ai écrit tout mon truc, je regarde ce qui est valable et ce qui n'est pas valable. Comment l'interpréter en séance? De quoi? Je ne sais pas s'il faut interpréter. Pourquoi il faut interpréter? Non? On avait dit qu'il y avait la première interprétation dont je fais référence ici dans ce direct en disant que quand le patient se présente à sa séance en disant voilà j'ai eu un accident et qui se plaint que c'est pour ça qu'il est arrivé en retard ou c'est pour ça qu'il va pas pouvoir payer ou c'est pour ça qu'il va devoir partir une semaine je sais pas où et que le psychanalyse lui demande et lui dit pourquoi vous avez fait ça, c'est-à-dire c'est pas pour avoir une réponse, c'est pour montrer au patient qu'il est impliqué dans ce qu'il dit, pas dans ce qui s'est passé, dans ce qu'il dit. Alors vous voyez, il y a une grande différence entre la phrase que je prononce et le fait qu'il y a derrière. Non? Vous voyez, c'est intéressant. Qui disait, qui faisait référence à cette complexité? Oui. Merci à vous, Élise. Donc vous voyez, c'est passionnant. L'être humain est passionnant. Passionnant pour sa complexité parce qu'on va jamais finir en disant voilà, ça y est, je l'ai compris. Non. Comme il y a l'inconscient, hein, qu'il y a cette position du sujet dans son appareil psychique avec de nombreux mécanismes. Alors, Marcelin, un salut à tous mes frères et sœurs, je veux dire que... Alors, vous voyez, donc il y a de nombreuses manières d'interpréter les choses et qu'on ne peut pas croire à l'apparence. Ça, c'est merci à vous, Olivier. Non, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est qu'on ne peut pas croire à l'apparence. Donc vous voyez que nous sommes. Donc vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo, d'accord, qui est très intéressante et qui peut intéresser donc de nombreuses personnes, et qu'ensuite nous nous retrouvons mardi prochain avec un nouveau sujet.
Et oui, c'est très intéressant. Je sais bien que l'être humain est très intéressant et la vision que propose la psychanalyse est très intéressante et en plus elle propose, Serge, merci à vous, et Martine, merci à vous, à mardi, et qu'elle propose une solution. Non, elle propose une manière, on va dire, de voir autre chose. Donc Sonia, Séverine, Valérie, Clara, Stéphanie, merci à vous. Donc partagez sur vos réseaux s'il vous plaît, aimez la page. Donc on va dire Jean-Loup, Nicias, Annie, Annick, Yvan, Myriam. Donc merci à vous, bonne continuation et donc on se retrouve mardi prochain à la même heure avec un nouveau sujet. Néléa, toujours intéressant, je me plains jamais. Donc allez, bonne continuation, merci à vous et à la prochaine fois. Au revoir, ciao ciao.